Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire de rentrée du mois de septembre. Nous allons prendre quelques instants pour que chacun puisse se connecter et on va débuter. Simplement pour vous dire que la protection de l'environnement est aujourd'hui remise en question malgré un soutien indiscutable de la science et des scientifiques. Donc plus que jamais, nous avons besoin de vous à travers l'adhésion annuelle à notre association, donc Humanité et Biodiversité. C'est une adhésion qui coûte 25 euros par an. Il y a également un tarif réduit à 10 euros. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre et à flasher hop, le QR code qui va s'afficher juste ici. Voilà, ou à nous rejoindre directement sur l'association humanité-biodiversité.fr, c'est notre site internet. Voilà, donc nous allons débuter. Bienvenue donc dans ce webinaire de rentrée intitulé D'où vient notre bois? Le nouveau règlement européen décrypté. Je suis Célestine Schmidt-Aubert, je suis chargée de mobilisation et de développement chez Humanité et Biodiversité et je vous remercie chaleureusement de votre présence pour ce rendez-vous qui est mensuel. Ce webinaire est enregistré, donc vous pouvez le retrouver dès demain sur notre chaîne YouTube. Un mot sur notre association donc, qui organise ces rencontres, les rencontres d'humanité et biodiversité, soutenues par l'Office français de la biodiversité. On a pour objectif de placer la biodiversité au cœur de nos sociétés. On a été créé en 1976 et reconnu d'utilité publique. Hubert Reeves a été notre président d'honneur et maintenant c'est Bernard Chevassieux-Louis qui est entouré d'un collège d'administrateurs à la tête de l'association et grâce au soutien de ses adhérents, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Notre association, elle mène deux choses, deux projets, à savoir des missions de sensibilisation à la préservation de la biodiversité auprès du grand public, des acteurs économiques et sociaux, mais également des publics et des privés. Et elle mène aussi des actions de plaidoyer en parallèle auprès de nos gouvernements et de nos parlementaires, avec une volonté de dialogue. On édite des études, des publications, des revues qui sont fondées scientifiquement. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter toutes nos actualités sur notre site internet, donc humanité-biodiversité.fr. Je vais maintenant vous présenter les invités du jour. Oups, pardon. Hop, voilà. Donc tout d'abord, Alain Carsanti, vous êtes docteur en sciences sociales et chercheur au CIRAD, bienvenue. Apolline Itzel, vous êtes responsable forêt, première transformation et commercialisation pour la FNB. Christophe Ducastel, vous êtes chargé de projets et des programmes biodiversité à l'AFD. Et Nathalie Joparchoroux, vous êtes administratrice chez Humanité et Biodiversité. Donc bienvenue à tous les quatre. J'invite tous nos participants à poser leurs questions dans le menu QR, donc tout en bas de votre écran, pour poser voilà, vos questions et les intervenants prendront un temps de questions-réponses à la fin des présentations pour répondre au maximum de vos questions. Donc voilà, je passe maintenant la parole à Nathalie et je vous souhaite à toutes et à tous un bon webinaire. Bonjour à tous. Oui, donc nous avons souhaité organiser ce webinaire pour vous présenter les enjeux de ce règlement de l'Union européenne contre la déforestation, le RDUE, Règlement contre la déforestation de l'Union européenne, qui devait entrer en application fin 2024 et qui a été repoussé à deux reprises, fin 2025 tout d'abord et tout récemment, la semaine dernière, à fin 2026, la Commission ayant invoqué la difficulté de la mise en place du système d'information qui permet de recueillir les données qui permettront le contrôle de ce règlement. C'est l'un des points que nous allons aborder. On le verra avec la Fédération nationale du bois ici présente. Ce recueil d'informations et la traçabilité de ces informations étant l'un des points de crispation au sein des industriels, car il représente une certaine lourdeur. Alors pourquoi ce règlement? Parce que tout d'abord, c'est peut-être pas inutile de le rappeler, la surface forestière mondiale continue à diminuer, même si cette diminution ralentit, et que en Europe, si la surface ne diminue pas, nous assistons à un dépérissement des forêts qui est quand même très inquiétant et qui amène à se poser des questions. Et évidemment, vous savez tous, mais là aussi, c'est peut-être pas inutile de le rappeler, les forêts ont un rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique en émettant de l'oxygène et en absorbant du gaz carbonique qu'elles stockent ensuite dans le bois.
Elle joue aussi un rôle essentiel dans la biodiversité en hébergeant 80% des espèces du monde vivant. Et enfin, elles offrent un nombre de services à la population euh, très complet, et y compris aux populations qui vivent en leur sein. Alors qu'elles sont essentielles à la vie sur Terre, l'Union européenne contribue indirectement à la déforestation en important des produits. euh, Nous allons voir que ce n'est pas forcément principalement le bois, mais d'autres produits aussi, comme des produits agricoles, l'EVA, l'huile de palme, le cacao, le café, dont la culture ou la mise en production a entraîné une destruction de parcelles forestières. On estime que sur les 420 millions d'hectares qui ont été perdus dans le monde entre 1999 et 2020, 10% de cette perte été due à la consommation de l'Union européenne. C'est donc pour faire face à ces responsabilités et dans le cadre de sa lutte contre le changement climatique, que l'Union européenne a décidé de prendre des mesures. Elle a commencé dès 2003, pardon, par la mise en place d'une réglementation, la réglementation FLECT, qui oblige, pour lutter contre le commerce de bois illégal, en demandant aux pays exportateurs de signer des accords de volontariat, oui, des accords de partenariat volontaire, pardon, où ils s'engageaient à respecter la légalité et des règles de bois, non, la légalité des bois et des règles de gestion raisonnée de la récolte. En 2013, cette réglementation a été complétée par un règlement qui s'appelait le règlement bois de l'Union européenne, le RBUE, qui demandait aux premiers acheteurs, de contrôler eux-mêmes ces règles par un système dit de diligence raisonnée, où ils devaient collecter un certain nombre d'informations permettant de s'assurer de la légalité des bois. Mais cet angle d'attaque de la légalité laissait de côté les problèmes purement de déforestation. Et donc l'Union européenne a adopté en 2023 un nouveau règlement, le règlement contre la déforestation de l'Union européenne, qui va plus loin et qui donc interdit à la fois l'importation et le commerce de bois illégaux, mais aussi de bois étant responsable de déforestation ou de dégradation des forêts. Nous verrons un peu plus tard que c'est une notion qui d'ailleurs pose un problème parce qu'elle manque un petit peu de précision et qui fait l'objet de débats. Le RDUE, pardon, étend aussi la réglementation à d'autres produits que le bois, des produits donc, que j'ai cités tout à l'heure, comme tous les produits agricoles ou les matières premières qui ont pu entraîner la déforestation. Il, il agrandit aussi la liste des produits dérivés du bois, et surtout, il s'étend au commerce et à la production de ces produits au sein même de l'Europe, au nom d'une équité du commerce qui fait que qu'il doit y avoir les mêmes règles pour tout le monde. C'est donc, alors dans la pratique, ça veut dire que tous les premiers metteurs d'un produit sur le marché doivent s'engager à, à- à- à avoir contrôlé la légalité et un certain nombre de données sur les produits qu'ils mettent sur le marché, comme leur localisation, la date de la production, les conditions dans lesquelles ils ont été récoltés. C'est l'ensemble de toutes ces données qui sont relativement lourdes et qui doivent être intégrées dans le système d'information de l'Union européenne, et qui posent problème à certains opérateurs pour lesquels cela représente un accroissement de leurs charges et et une lourdeur, disons, du traitement des données. Mais le système on le verra, est quand même relativement avancé, et il y a un certain nombre d'opérateurs qui s'en sortent.
La prise en compte, alors l'autre aspect de ce règlement, c'est l'entrée donc des produits produits en Europe, ce qui dans un règlement contre la déforestation et disons était un petit peu au début surprenant, mais l'extension de cette notion de déforestation à la dégradation des forêts fait que les forêts européennes, si elles ne sont pas en situation de déforestation, peuvent être concernées dans la mesure où une partie des forêts pourrait être récoltée et donner suite et ensuite être dégradée au sens où il y aurait une perte du couvert forestier. Donc c'est l'un des éléments du débat, on le verra par la suite. Et cette dégradation s'entend comme la conversion d'une forêt régénérée naturellement en plantation avec la notion, avec la définition pour la plantation d'un peuplement monospécifique, écuyenne et géré de manière intensive. Voilà, donc c'est surtout ces points que nous allons essayer de débattre, avec en particulier aussi une mise en perspective avec quelle est en fait exactement l'ampleur de la déforestation au niveau mondial, quel est le rôle du commerce du bois dans cette déforestation et quel est le rôle de l'Europe et comment l'Europe peut, par ce règlement, parvenir à endiguer cette déforestation. Voilà, merci. Je passe la parole à Alain Carcenti. Oui, bonjour, donc bonjour tout le monde. Alors écoutez, sur ce règlement sur la déforestation, ce qu'il faut dire pour compléter ce qu'a dit Nathalie, c'est que donc déforestation, dégradation, qui va concerner le bois exclusivement, cette question de la dégradation. D'abord, la déforestation au niveau mondial, la part du bois est assez minime. En fait, il y a souvent déforestation. Le bois est un facteur de déforestation lorsqu'il s'agit de convertir une forêt, c'est-à-dire que on fait une coupe de liquidation et puis ensuite on va mettre du palmier à huile ou on va mettre effectivement de l'EVA ou d'autres choses. Ça concerne quand même essentiellement, le but étant de limiter la déforestation et on sait que 90% de la déforestation au niveau mondial vient disons, de produits agricoles. Produits agricoles au sens large, c'est-à-dire que vous mettez l'élevage, qui est très important en Amérique du Sud. Donc, la déforestation, c'est d'abord une affaire de pays tropicaux. Ça se passe à 95% à peu près dans les pays tropicaux, dans les pays en développement. Et essentiellement, à 92-93%, c'est une affaire effectivement d'agriculture, agriculture au sens large, qui inclut l'élevage. Donc, le bois va être concerné surtout par cette notion de dégradation quand il s'agit effectivement de passer d'un écosystème naturel, d'une forêt naturelle à une forêt artificielle. Mais Nathalie en a parlé, et je pense que d'autres personnes reviendront sur cet aspect, parce que ça concerne précisément l'Europe. Sur les chiffres, il faut d'abord savoir que la déforestation au niveau mondial, les dernières publications scientifiques indiquent que entre 20 et 25% de la déforestation mondiale serait liée au commerce international. Donc déjà, ça veut dire que si on prend 25%, 75% effectivement de la déforestation est liée aux consommations intérieures des pays où se passe la déforestation. Vous prenez l'exemple du Brésil où la déforestation est essentiellement causée par l'élevage bovin très extensif, eh bien, effectivement, ce sont les Brésiliens eux-mêmes qui consomment leur bovin, leur cheptel, effectivement. Il y a des exportations, mais c'est quand même une consommation intérieure. Donc le Brésil est peut-être le pays qui a l'empreinte de la déforestation la plus forte du monde, si vous voulez. Donc c'est là où la déforestation est la plus grande, mais c'est par la consommation des Brésiliens qui consomment effectivement beaucoup de bœuf que, disons, qu'on a cette empreinte déforestation. Alors, que pèse l'Europe là-dedans? C'est pas très clair. D'après le WWF, c'est 16% 16% de disons, de la déforestation liée au commerce. Donc 16%
pardon, 16% de 25%. Si vous voulez, donc ça nous donne quelque chose comme probablement 250 000 hectares, peut-être, disons, de déforestation, on va dire, entre 250 et 400 000 hectares de déforestation, disons, qui est imputable, disons, à la consommation européenne. Ce n'est pas rien, ce n'est pas non plus, ce n'est pas non plus, ce n'est pas non plus négligeable. Et de toute façon, l'Europe doit faire sa part, même si on peut effectivement avoir quelques doutes sur le fait que le règlement soit très très efficace en termes, disons, de baisse de la déforestation mondiale, tout simplement parce que l'Europe pèse de moins en moins dans le commerce mondial en termes d'importation, euh, et que c'est beaucoup plus la Chine, les pays émergents aujourd'hui qui sont finalement les grands importateurs, non seulement de bois, mais de cacao, d'huile de palme, etc. Alors le cacao est une exception précisément parce que c'est peut-être la seule filière où le règlement européen pourrait avoir un véritable impact, dans la mesure où l'Union européenne, effectivement, reste le premier importateur de cacao et les Européens de consommateurs de chocolat. Donc là, c'est là il peut effectivement y avoir un certain impact. Alors sur cette réglementation, il faut savoir elle a créé beaucoup de remous à l'international. D'abord, par le fait que l'Union européenne utilise une définition de la forêt, qui est celle de la FAO, c'est-à-dire 10% de couverts forestiers sur un minimum de 0,5 hectares, qui est une définition assez extensive, hein, que la FAO a utilisée pour des raisons statistiques, pour pouvoir couvrir toute une série de biomes différents, mais qui, reprise par l'Union européenne, fait que il va y avoir des produits qui seront considérés comme tout à fait légaux dans les pays de production, mais qui ne seront pas acceptables par l'Union européenne. Tout simplement parce que la définition de la forêt sera différente. Il suffit qu'un pays ait une définition, par exemple, dise que bah, une forêt, ça commence à 50% de couverts forestiers sur un demi-hectare ou sur un hectare. Automatiquement, il y a des zones que l'Union européenne va considérer comme forêt, que le pays lui-même ne considérera pas comme forêt. Il considérera que c'est de la savane, boisée ou autre, etc. Donc ça, c'est un premier problème et ça pose vraiment une question sur la relation internationale, puisque certains pays considèrent qu'on est à la limite d'un déni de souveraineté sur l'usage des terres et des ressources naturelles dans les différents pays. L'autre point qui est un point contentieux, si vous voulez, c'est le classement des pays. Le classement des pays selon, disons, trois catégories, risque élevé, risque moyen, enfin risque standard et risque faible, dans lequel finalement l'Union européenne n'a classé que des pays avec lesquels elle commerce très peu ou qui n'ont pas beaucoup de déforestation en risque fort. Elle n'a pas classé les principaux pays qui ont de la déforestation, c'est-à-dire le Brésil, la Bolivie, la République démocratique du Congo et l'Indonésie, par exemple. Mais on a dedans la Russie, la Biélorussie, le Myanmar et la Corée du Nord. Voilà. Alors, l'autre point, donc ça, ce benchmark est un problème. On va y revenir parce que dans l'Union européenne, il y a un certain nombre de demandes pour introduire une quatrième catégorie qui serait une catégorie risque zéro. Et cette catégorie risque zéro, disons, elle pourrait offrir, notamment aux pays européens qui seraient probablement systématiquement classés dans cette catégorie, la possibilité d'alléger encore ce qu'on appelle la diligence raisonnée. C'est le rôle de cette classification, c'est de dire plus vous êtes en risque fort, plus vous devez durcir, c'est-à-dire demander plus de papiers, faire plus de vérifications croisées, la diligence raisonnée. Mais dans tous les cas, il doit y avoir une traçabilité à la parcelle avec un point GPS, donc pour pouvoir faire des pour qu'il y ait des vérifications satellites qui soient possibles sur ces différentes choses. La demande d'introduction d'une quatrième catégorie risque zéro, qui a été faite par un certain nombre d'États membres et d'associations professionnelles, viserait non seulement à abaisser encore le niveau de diligence raisonnée, mais surtout disons, de dispenser des obligations de traçabilité qui sont celles, on va le voir, qui posent le plus de problèmes. Alors, elles posent des problèmes à la fois pour les petits producteurs de café, de cacao, d'huile de palme dans différents pays du Sud, parce que ces petits producteurs vont avoir les plus grandes difficultés à rentrer dans des systèmes de traçabilité, parce ils vendent par des intermédiaires, des pisteurs, etc., etc. Donc, ça risque de les exclure de ce marché européen. Ça, c'est un des reproches qui est fait à l'international
par le Brésil, par l'Indonésie, par les pays africains, hein, etc. notamment. Mais c'est un problème également pour tous les producteurs, pour les autres producteurs, y compris européens, qui ont des produits composites. Bon, on parlera certainement de la pâte à papier, du bois précisément, dans lequel les fibres ou le bois vient de différents endroits. Et si rien n'est vraiment impossible techniquement, sans doute, en tout cas, ça va supposer des coûts supplémentaires importants et des procédures et effectivement, toute une série de procédures administratives contraignantes et qui vont consommer du temps, au moment où justement, comme vous le savez, dans l'Union européenne, il y a toute cette discussion sur l'excès de normes possibles et sur la débureaucratisation d'un certain nombre de choses, CF, le rapport Draghi ou autres, etc. Donc on a ce problème. Alors ce qui s'est passé, effectivement, pendant longtemps, beaucoup de gens ont cru qu'il s'agissait d'un règlement sur la déforestation importée. Et il ne s'agit pas d'un règlement sur la déforestation importée, parce que pour rester compatible avec les normes de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, il faut que ce que nous demandons aux autres d'appliquer, nous nous l'appliquions à nous-mêmes. Donc c'est le principe de non-discrimination qui est fondamental. Alors vous allez me dire, il n'y a plus que l'Europe qui se soucie aujourd'hui de l'OMC, c'est vrai, mais enfin, bon, on a peut-être, disons, en tout cas, c'est la position européenne, et bon, elle a peut-être aussi un certain nombre de vertus. Alors, quand certains États membres et certains professionnels se sont aperçus qu'il ne s'agissait pas de la règlement sur la déforestation importée, c'est là qu'il y a eu un certain nombre de levées de boucliers au sein même de l'Union, avec des pays comme l'Autriche, comme l'Italie, comme la Slovénie, comme la Suède, qui ont commencé, il y a une série qui ont demandé des assouplissements du RDIE, l'introduction de cette nouvelle catégorie, ou, disons, en tout cas, ou l'abandon pur et simple pour certains de ce règlement. Il y a des pressions également extérieures des États-Unis qui, notamment, qui demandent effectivement que le règlement européen ne rentre pas en application, de la part du Brésil, etc. Toutes ces pressions convergentes ont amené à des reculs successifs, à des reports successifs. Et alors, on ne sait pas aujourd'hui quel sera finalement le sort de ce règlement. S'agit-il seulement d'un report? Est-ce que disons, l'argument qui était donné, c'est simplement un argument pour satisfaire les États-Unis et l'Indonésie, puisque notamment dans l'accord qui a été signé entre Trump et von der Leyen cet été, il était question notamment du fait de rassurer les opérateurs, les exportateurs américains par rapport aux conséquences du règlement européen. Donc, est-ce que c'est de la géopolitique? Est-ce que c'est vraiment des raisons techniques? Nous ne savons pas très bien. Donc, on ne sait pas si ce règlement rentrera en vigueur. Et s'il rentre en vigueur, est-ce qu'il y aura cette fameuse quatrième catégorie, risque zéro, qui sera introduite? Il y a de fortes pressions au Parlement européen pour ça, avec quand même une difficulté, c'est que si elle est introduite, eh bien à ce moment-là, les pays du Sud vont certainement introduire une plainte à l'OMC pour discrimination, parce que ça sera de la discrimination à peine déguisée, au sens où la mesure la plus contraignante, qui est la traçabilité, ne serait que pour les importations des pays tiers et ne serait plus pour les productions, effectivement, les productions européennes. Voilà, je vous donne un petit peu l'état du débat, et je ne voudrais pas prendre plus de temps. Je vais passer la parole, alors je ne sais pas à qui, si c'est à Christophe ou je repasse la parole à Nathalie en tout cas. Non, merci Alain. Bah, écoutez, oui, c'était très, très complet comme présentation des sujets d'accroche au sujet de ce règlement. Et je vais passer la parole à Christophe Ducastel qui va peut-être nous retracer un petit peu les flux commerciaux pour voir un peu plus précisément quels sont quels impacts pourrait avoir ce règlement sur les flux commerciaux. Oui, merci de me laisser la parole et bonjour à tous. Alors effectivement, ce que je me proposais de présenter très rapidement, c'est d'essayer de faire un petit bilan intermédiaire de ce qu'a pu être l'impact du règlement bois de l'Union européenne, hein. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui est en discussion et ce que nous a présenté Alain Carcinti, c'est effectivement les questions aujourd'hui qui sont posées face à la mise en application prochaine, on l'espère, du règlement déforestation de l'Union européenne, donc qui devrait, selon les dernières discussions, être opératoire en 2000, théoriquement 25, maintenant on parle de 26, donc on verra un petit peu ce qu'il en est. Par contre,
Ce sur quoi je voulais revenir, c'était le règlement bois qui, lui, est opératoire depuis 2013. Donc on a un recul d'une bonne dizaine d'années, même un peu plus probablement, puisque la discussion préalable au règlement bois de l'Union européenne, donc, qui était le processus que l'on appelle FLEGT, la Forest Law Enforcement and Governance and Trade, a commencé à être discuté à la fin des années 90 à peu près. Donc on a un peu de recul sur cette affaire et ça peut être intéressant de voir un petit peu ce qu'il en est et quel bilan on en tire sur le secteur du bois. Donc, peut-être pour rappel en préambule, il faut bien voir que ce règlement bois de l'Union européenne, c'est d'abord et avant tout un instrument de marché. Et c'est bien l'objectif aussi du règlement déforestation, c'est d'être un opérateur sur les marchés, alors du bois en l'occurrence, mais ce serait la même chose sur les commodités agricoles, et d'essayer de permettre au marché d'être un acteur majeur de la lutte contre la déforestation. Donc voilà. Ce qu'il faut aussi avoir bien en tête quand on essaye de faire le bilan de ce règlement bois de l'Union européenne, c'est que de façon générale, et vous le savez tous aussi bien que moi, le marché du bois et le marché des bois tropicaux en particulier est un marché qui est fortement influencé ou essentiellement influencé par le secteur du logement et de la construction. Et donc, les dynamiques internes, les flux de produits à travers le monde sont très directement corrélés avec les processus de développement ou pas du secteur de la construction et du logement, c'est-à-dire très clairement les politiques publiques qui sont mises en œuvre en faveur ou pas de la construction, les taux d'intérêt sur les marchés, l'accessibilité de ces crédits pour le consommateur, et puis bien évidemment le prix des facteurs, de l'énergie, du fret, etc., etc. Et vous vous souvenez que ces dernières années, on a vécu une période assez intense en matière de prix de l'énergie ou de disponibilité du fret qui ont très fortement impacté le marché du bois. Et donc aujourd'hui, on est en train de revenir sur une situation un peu plus normale. Bon, j'anticipe un peu mais vous avez ça en tête aussi, sur les questions des échanges et des taxations aux frontières qui sont aujourd'hui en débat. Alors, si on revient donc sur le marché des bois tropicaux, hein, je vais essentiellement m'intéresser aux bois tropicaux, sachant que comme l'a souligné Nathalie et Alain, la question de la déforestation aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout une question d'écosystèmes tropicaux. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Je vais essayer de vous partager un petit peu deux, trois graphiques. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché des bois tropicaux? Tout d'abord, si on regarde un petit peu très globalement ce qui est produit et ce qui est consommé, c'est le graphique que je vous mets sous les yeux. Il est intéressant de constater que, en gros, il y a quatre pays qui, à eux seuls, produisent, on va dire 75% à peu près des bois tropicaux sur la planète. L'Indonésie, l'Inde, le Vietnam et le Brésil. Mais si on met cette production en parallèle avec la consommation, on retrouve exactement les mêmes. Ce qui veut dire que, pour l'essentiel, les très gros producteurs de bois tropicaux sont aussi les très gros consommateurs de bois tropicaux. Et donc on a là, il est intéressant de noter qu'on a là effectivement une situation où, je crois que Alain l'a souligné dans son intervention, où les pays qui sont des gros producteurs de bois sont aussi des gros consommateurs en interne. L'Indonésie, l'Inde, le Brésil, pour ne souligner que. Et donc,
si la question de la déforestation se pose, un instrument de marché comme le règlement bois de l'Union européenne ne pourra pas traiter ces questions-là, dans la mesure où on est sur des marchés nationaux et une bonne partie de ces pays-là, on va y revenir ensuite, ne mettent pas sur le marché international les produits qu'ils exploitent. Donc ça, c'est un premier élément que je souhaitais souligner. L'autre élément qui me semble important, c'est de regarder en comparaison des zones de production. Alors, j'ai pas cité de chiffres, mais en grosso modo, si on regarde la production mondiale de bois rond industriel, on est autour de quelque chose comme 300 millions de mètres cubes à peu près par an. Si on met ça en parallèle avec ce qui est mis en marché au niveau international, on retrouve des choses alors totalement différentes. Et donc sur la gauche, vous voyez donc les principales importations. Donc, on voit bien que très clairement, il y en a un qui se détache, c'est la Chine, hein, qui à elle seule importe à peu près une douzaine de millions de mètres cubes par an, de très loin, hein. On peut lui associer le Vietnam, et si on ajoute la Chine plus le Vietnam, on a des importations qui doivent être autour de 70% du commerce mondial. Et donc là encore, notre pauvre instrument donc, du règlement bois de l'Union européenne n'a que très peu d'impact sur ces volumes. Intéressant aussi de regarder le schéma de droite qui met en évidence en fait les principaux exportateurs, on va dire, de grumes tropicales. Et là, très On peut clairement, l'afficher en plus grand. Est-ce qu'on peut... Oui, parce que là, il est... Ah oui. je crois Ah pas que je non, on peut puisse pas. faire plus grand, désolé. Non, bon, d'accord. Si on regarde ce qui se passe au niveau des exportateurs, il y a un pays qui se détache très très largement, qui est la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Puis viennent des plus petits exportateurs, le Brésil et puis quelques pays africains. Alors, il y a une ligne qui manque sur ce tableau de droite, faute de données certifiées, c'est les îles Salomon qui sont elles aussi en fait des gros exportateurs de grumes à destination du marché asiatique. Bon, dans la mesure où les îles Salomon ne compilent pas leurs données, on n'a pas véritablement de moyens de les afficher, mais en gros, on estime qu'on est autour de 1 million et demi de mètres cubes par an exploités. Sur un tout petit territoire comme celui-là, il y a largement de quoi s'inquiéter sur les taux de déforestation en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux îles Salomon. Ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est que sur ces pays exportateurs, donc les 5-6 que j'ai cités, qui sont les principaux, on a là assez peu effectivement de dialogue entre l'Union européenne et ces pays-là, hormis le Cameroun et la République du Congo, avec lesquels il y a eu un dialogue dans le cadre du FLEC dans un premier temps, puis dans le cadre du RBUE dans un deuxième temps, qui a permis effectivement de construire une relation commerciale avec ces pays, qui n'a jamais été finalisée, mais qui est en cours, mais qui est un exemple effectivement des impacts que peut avoir l'Union européenne sur ses marchés à l'exportation. Donc, non pas les gros, hein, bien évidemment, donc Papouasie-Nouvelle-Guinée, îles Salomon, Brésil, mais sur des acteurs plus petits, et en particulier, donc en l'occurrence, le Cameroun et la République du Congo. Si on veut résumer tout ça dans un tout petit schéma, voilà ce que ça donne. Et bon, je pense que vous vous attendez à un schéma de ce type-là. Ce qu'on voit bien, c'est que l'essentiel des bois, des grumes tropicales, en fait, sont ciblés sur l'Asie et la Chine en particulier. Donc là, on voit apparaître effectivement la Papouasie, les îles Salomon, le Brésil, qui est devenu un acteur important alors qu'il ne l'était
que très peu jusqu'à présent, est devenu un acteur majeur. Et ce qui est intéressant de souligner aussi, c'est de constater que eh ben, les flèches qui vont sur l'Union européenne sont assez modestes. Alors, il y a une exception qui n'est pas inintéressante, que je n'ai pas évoquée en introduction, mais qu'il faut souligner, c'est le bois énergie et la flèche qui est ciblée du Brésil sur le Portugal, pour l'essentiel, recouvre une bonne partie d'eucalyptus brésilien qui arrive en Europe, essentiellement pour du bois énergie. Donc là, on a un schéma qui nous montre les limites de notre instrument de régulation des flux de matière à travers le monde et de notre impact sur la déforestation, qui reste modeste, il faut être réaliste, mais qui peut néanmoins avoir dans une certaine mesure sur les pays avec lesquels on dialogue, et en l'occurrence c'est essentiellement donc, le Cameroun, la République du Congo, pour lesquels effectivement on peut espérer que l'instrument puisse avoir un impact sur la déforestation tropicale. Et puis, alors, j'ai pris un dernier exemple parce que ça me semblait assez révélateur là aussi, effectivement, de la limite de l'instrument, en m'intéressant plus particulièrement à la question, alors non plus des grumes brutes de bois tropical, mais à leur destination, c'est-à-dire pour l'essentiel, les meubles, la charpente, etc., etc. Donc ces produits finis, donc on voit ça, on voit sur le schéma que pour l'essentiel, ils partent, comme je l'évoquais tout à l'heure, de la Chine et du Vietnam, avec une destination quasi exclusive qui est les États-Unis. Donc on peut s'interroger de ce que donnera ce schéma dans quelques mois, enfin sous réserve que les négociations sur les taxations à l'entrée des États-Unis soient modifiées. Sachant que ce schéma date de, si je ne m'abuse, j'ai pris les chiffres de 2022, et il y avait déjà à l'époque des mesures de restriction des exportations chinoises et vietnamiennes à destination des États-Unis. Donc, la taille des flèches avait déjà été réduite effectivement par un certain niveau de taxation. Donc, on verra un peu ce que ça donne. Et puis, deuxième point important, c'est qu'on voit que là aussi, si j'ai dit que sur les grumes tropicales, notre impact était modeste, on voit que sur des produits finis, du type meubles, etc., on reste un marché relativement modeste, hein. Donc il y a quelques entrées de produits chinois, enfin non négligeables sur l'Europe, mais ça reste modeste par rapport à l'ensemble des flux commerciaux. Donc voilà un petit peu les quelques chiffres que je souhaitais partager avec vous. Je voulais peut-être en tirer quelques éléments de réflexion pour la suite. Peut-être tout d'abord le fait que cette dynamique, donc là je parle du bois, hein, et je crois que Alain l'a bien précisé, la question du cacao ou du café est très significativement différente. Et sur le bois, depuis le début des discussions du FLEGT, puis de la mise en œuvre du règlement bois de l'Union européenne, donc 2013, on était tout de même dans une dynamique historique de relations commerciales avec nos marchés historiques coloniaux qui étaient en régression forte. Et donc, euh, la présence de l'Union européenne sur ces marchés des bois tropicaux, elle n'a cessé de s'amenuiser, et au profit, comme on l'a vu sur les schémas, hein, que sur le schéma des marchés asiatiques. Donc, il faut relativiser l'espérance qu'on pouvait avoir sur ce règlement bois du fait que nos relations commerciales avec les produits tropicaux étaient déjà en régression avant même que nous commencions à essayer de mettre en place cet instrument. Et donc, les chiffres que je vous ai montrés, en fait, le confirment. On est un opérateur, on est un acheteur modeste de bois tropicaux à travers le monde. Néanmoins,
Ce qu'on peut souligner aussi, c'est que cet exercice, donc, qui s'est étalé sur une bonne quinzaine d'années, là, hein, depuis le début de la discussion, il a permis d'initier, me semble-t-il, un certain nombre de dialogues avec les pays producteurs, en particulier, bien évidemment, avec les pays avec lesquels il y a eu des accords de partenariat volontaire qui ont été signés, c'est-à-dire pour l'essentiel, l'Indonésie, le Ghana, la République du Congo, qui ont permis de construire effectivement conjointement entre les autorités européennes et ces pays des politiques forestières qui se rapprochent ou qui convergent vers des problématiques de gestion durable. Donc, construire ces politiques, c'est long, c'est compliqué, mais finalement, les pays avec lesquels on a réussi à construire ce dialogue sont des pays intéressants en matière de lutte contre la déforestation tropicale. Et puis, le troisième élément que je souhaitais souligner, c'était l'idée que finalement, progressivement, ces bois tropicaux, et probablement sous la contrainte donc, qui a été soulignée des difficultés administratives que génère le règlement, ça a amené à complexifier probablement les échanges commerciaux. Ça a amené à réduire encore la part de l'Union européenne dans la consommation de bois tropicaux, mais ça a peut-être permis aussi d'aller vers un marché qui est, on pourrait dire, un marché de niche en quelque sorte, mais euh, de réduire effectivement une consommation de masse de ces produits pour aller vers des produits qui sont considérés aujourd'hui comme plutôt des produits de luxe. Et donc finalement, l'impact qu'on peut avoir sur la déforestation tropicale, il s'est fait probablement d'une part donc à travers ce dialogue sur les politiques publiques, mais aussi à travers une modification de la perception du marché des produits tropicaux auprès du consommateur européen. Et là aussi, tout aussi modeste que ça peut être, c'est tout de même un résultat à souligner. Et puis, bon, pour terminer, je voulais peut-être évoquer quelques points qui me semblent d'importance. C'est que le bilan qu'on peut tirer probablement de ces 15 années de dialogue avec les politiques publiques des pays concernés, euh, c'est que on ne règle pas on règle pas tous les problèmes avec des instruments commerciaux, et les échanges internationaux ne sont pas une solution à la déforestation. Elle ne peut être qu'un des instruments d'un panel beaucoup plus vaste. Et on voit aujourd'hui que les pays qui sont les plus efficaces en matière de réduction de la déforestation sont aussi les pays, bien évidemment, qui arrivent à mettre en place des politiques forestières et des politiques de conservation qu'ils sont en capacité de suivre et de contrôler. Et puis, il y a probablement aussi d'autres pistes, m'en semble-t-il, qui sont assez complémentaires de ce règlement commercial. Et je voulais souligner le rôle que joue la CITES là-dedans, puisque elle aussi, la CITES, c'est un instrument de régulation du marché et des échanges, hein. Et elle a la capacité, en classant en annexe 2 un certain nombre d'essences, de réduire les échanges commerciaux, de renforcer ce que j'évoquais, donc la mise en place de produits de niche plutôt que des produits de grande consommation. Et donc, elle a probablement, à côté des politiques de type commercial comme le règlement bois, elle a un rôle important à jouer. Et puis, dernier élément, je m'arrête là parce que je crains d'être trop long sinon. Dernier élément, c'était souligner que à côté de ces politiques publiques, il y a probablement aussi des choses intéressantes qui sont en train de se développer et qu'il faut regarder avec attention sur ce que j'appellerais les évolutions technologiques ou les évolutions du marché lui-même. Et on voit par exemple que, alors sur les contreplaqués, s'il y a une vingtaine
vingtaine d'années, nous avions des produits qui étaient essentiellement des produits tropicaux, hein, avec des phases qui étaient en okoumé, etc., etc. Aujourd'hui, ces contraintes de marché ont amené les contreplaqués à bouger. Et aujourd'hui, en Europe, par exemple, on est capable de produire des contreplaqués à base de résineux, de peupliers, etc., etc. Et donc de se dispenser d'aller chercher nos produits sur les marchés internationaux. Et on pourrait faire la même remarque sur. Alors, il y a un cas que j'ai pas souligné, mais qui me semble être intéressant, qui est la Thaïlande, qui est devenue un acteur non négligeable sur les marchés internationaux du bois. Alors, non pas en exploitant des essences tropicales, mais en valorisant ces vieilles plantations d'EVA sur des arbres qui sont en fin de cycle et qui aujourd'hui sont disponibles pour le marché de l'ameublement et de la charpente et qui permettent effectivement de se substituer aux essences de feuilles des écosystèmes naturels. Et donc on voit qu'on a là effectivement un certain nombre d'opportunités qui se présentent et qui permettent, à côté des politiques forestières, à côté des règlements de marché, de proposer effectivement un certain nombre d'innovations technologiques que le marché est capable d'absorber. On pourrait citer aussi le bambou, etc., etc. Voilà, je vais m'arrêter là et je rends la parole à Nathalie. Merci. Merci Christophe, c'était un voyage, un survol très intéressant sur toutes les pays producteurs de bois. Là, on s'éloignait un petit peu de l'Europe, mais ça permet vraiment de bien recadrer cette problématique de la déforestation. Et nous allons maintenant essayer de nous recentrer sur l'Europe et demander à Apolline Itzel de la Fédération nationale du bois de nous expliquer en quoi la réglementation telle qu'elle est prévue actuellement apparaît comme une contrainte parfois lourde à absorber par les industries du bois européennes et notamment françaises. Voilà, merci Apolline de ta participation. Merci Nathalie, bonjour à tous. Alors oui, l'idée de mon propos, c'est, vous avez pu l'entendre, Alain y a fait allusion tout à l'heure et vous avez pu l'entendre à plusieurs occasions, du fait que les opérateurs se plaignent, en fait, font le constat et reportent à la Commission, à travers différents canaux, d'un grand nombre de problématiques purement techniques sur l'application de ce texte. Donc l'idée de mon propos aujourd'hui, c'est de vous illustrer un peu cette situation et vous faire comprendre pourquoi en fait on rencontre autant de problématiques. Alors, je vais vous partager une ou deux slides et je vais juste pour un peu pour qu'on sache de quoi on parle, juste est-ce que vous voyez bien mon écran là? Oui, Ok, enfin, parfait. là pour le moment il n'y a rien, mais oui, on voit une page noire. Voilà. Juste pour qu'on sache de quoi on parle, sachez que voilà ce que dit le fond du RDIE, c'est ça. Voilà l'exigence cœur du RDIE. Les produits soja, bois, caoutchouc et leurs produits dérivés ne pourront plus être mis sur le marché de l'Union européenne à moins d'avoir été garantis sans déforestation et sans dégradation forestière, avoir été produits conformément à la réglementation locale et avoir fait l'objet d'une déclaration de diligence raisonnée. Alors, les définitions sont très précises, notamment parce que je voyais dans les questions-réponses certaines remarques. On parle de déforestation uniquement quand on transforme une forêt pour un usage agricole, uniquement agricole. La dégradation, on parle dans le cas de la France métropolitaine de la transformation d'une forêt régénérée naturellement en une forêt de plantation. La forêt de plantation se repose sur une notion de gestion intensive qui n'a pas été définie au niveau international, ni à la publication du RDIE et ni toujours aujourd'hui. Alors, et au niveau de la réglementation locale, de la même manière, la définition de la législation qui doit être respectée est très vague et on manque d'indicateurs clairs sur quels sont les éléments réglementaires à vérifier. Et enfin, la déclaration de diligence raisonnée, elle doit être enregistrée dans un serveur informatique qui est nommé le système d'information européen, qui aujourd'hui à ce stade n'est ni fonctionnel ni sécurisé. Donc, je vais vous expliquer un peu plus en détail tout ça. J'essaie de vous illustrer un petit peu une chaîne d'approvisionnement d'un produit bois.
Donc déjà, il y a dans les exigences prévues dans le texte, il y a un certain nombre de problématiques. Déjà parce que pouvoir donner la garantie d'une non-déforestation, d'une non-dégradation et d'une conformité à la réglementation locale, il n'y a que le propriétaire de la forêt qui peut fournir ces garanties-là. Parce que c'est lui qui maîtrise la gestion de ses forêts, c'est lui qui commandite une coupe, et c'est lui surtout qui dispose ou non d'un document de gestion, qui doit ou non respecter ce document de gestion. Les exigences qui sont contenues dans les deux premiers points que je vous ai présentés sont dans les mains des propriétaires. Or, les propriétaires, lorsqu'ils vendent des coupes sur pied, ne sont pas soumis au RDUE. Le premier opérateur des chaînes d'approvisionnement bois, par exemple, ce sont les exploitants forestiers qui vont acheter une coupe sur pied et vont ensuite commercialiser les bois issus de cette coupe. Et vous avez ensuite toutes les autres chaînes, toutes les autres entreprises dans la chaîne d'approvisionnement. Donc déjà, au niveau du premier maillon, il y a un souci, c'est que vous avez des chaînes d'approvisionnement complètes qui sont soumises au RDUE, alors qu'elles n'ont pas forcément les moyens, notamment légaux, d'obtenir les informations qui permettent d'assurer la conformité des produits. Donc ça, c'est une première problématique. Ensuite, une autre problématique, pour exemple, il y en a des tas des problématiques, mais je vais vous en illustrer quelques-unes qui sont les plus parlantes, notamment sur les problématiques de traçabilité. Donc l'idée, en fait, l'idée de la Commission européenne avec cette réglementation, initialement, c'était d'avoir une sorte de cartographie des forêts, avoir un système par télédétection, pouvoir identifier les changements de couvert forestier, pouvoir identifier les parcelles pour lesquelles il y a eu des changements de couvert forestier, identifier un usage agricole, et par un système de traçabilité de coordonnées géographiques à travers des numéros de déclaration, pouvoir identifier précisément quels sont les opérateurs qui sont concernés par cette déforestation, par exemple. Le souci, c'est que cette traçabilité physique qui a été imaginée est difficilement envisageable si on prend l'exemple de la filière bois. Pour vous donner un exemple qui est très parlant, il a été prouvé qu'une feuille de papier peut provenir de 2000 parcelles. Parce que pour fabriquer du papier, on va rassembler les produits forestiers issus d'un grand nombre de chantiers, on va les mélanger, on va récupérer la fibre de bois qu'on va mélanger, on va ensuite, à travers ces mélanges, produire de la pâte à papier pour, in fine, faire du papier. Donc, dans cette situation, on ne va pas évidemment pouvoir assurer la traçabilité physique de chaque particule de matière. Et donc, face à ce type de situation qui sont remontées à la Commission européenne, la Commission a dit, OK, très bien, vous allez pouvoir faire une déclaration, ce qu'on appelle annexée. C'est-à-dire, à partir du moment où vous n'êtes pas capable de savoir exactement quelle coordonnée GPS est à l'origine de la fabrication de votre matière, vous pouvez référencer votre matière comme étant à l'origine d'un ensemble de coordonnées GPS. Donc là, en l'occurrence, dans le cas de la vente de cette feuille de papier, on va lui associer les coordonnées de 2000, de 2000, on va lui associer, pardon, 2000 coordonnées GPS. Et il faut savoir que cette situation, en fait, va se retrouver à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. Donc, vous allez avoir une addition de données à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement qui nous fait remettre en question la pertinence de l'information en bout de chaîne. Ça, c'est un souci. Et donc, par exemple, donc plein de petites contradictions techniques comme ça, il y en a un grand nombre dans le texte. Et notamment, du coup, l'idée de la commission, c'est de publier des foires aux questions et des lignes directrices en parallèle du texte pour répondre à ces problématiques. Parce qu'on a bien l'impression que ce RDUE a été conçu initialement d'une manière très théorique, et notamment les opérateurs économiques n'ont pas été consultés ou suffisamment consultés, et donc les réalités de terrain et les réalités des filières concernées n'ont pas été suffisamment prises en compte. Et donc, face à cette problématique de contradiction, d'impasse, la Commission publie des foires aux questions et des lignes directrices pour résolver ces soucis. Mais on se retrouve in fine dans une situation qui est un peu ubuesque, parce que d'un côté, vous avez un RDUE qui est le seul texte à valeur juridique qui fait 40 pages, et de l'autre côté, on en est à 200 pages de FAQ et lignes directrices pour vous expliquer comment appliquer ces 40 pages. Et donc, il y a quand même peut-être un souci à reconnaître. Et en plus de ça, un autre souci, c'est qu'au fur et à mesure que ces documentations avancent dans le temps, elles sont mises à jour tous les X mois, à chaque fois qu'il y a des nouvelles simplifications qui sont promises. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure qu'elles avancent, elles contredisent même le règlement. Aujourd'hui, on a des exigences dans la FAQ qui nous disent, bon, bah, dorénavant, la diligence raisonnée, vous devrez faire comme ça. Vous récupérez le numéro de la part de votre fournisseur, vous vérifiez que ce numéro est correct, et ça suffit pour répondre aux obligations de diligence raisonnée. Alors que le texte, qui est le seul texte à valeur juridique, vous dit non, vous devez récolter une liste à la prévère d'informations dans le cadre de votre analyse de risque. Et donc on a fondamentalement un souci. En plus de ça, en parallèle, comme je vous disais, donc,
La dégradation forestière, on n'a toujours pas de définition. Donc c'est quand même assez cocasse de vouloir publier une réglementation sans avoir les définitions qui sont prêtes et opérationnelles. La classification des pays, donc Alain en a parlé également. Cette classification, donc l'idée c'était d'attribuer un risque faible, standard ou élevé de déforestation à l'ensemble des pays du monde et que par conséquent les entreprises qui s'approvisionnent dans ces pays puissent avoir une diligence raisonnée simplifiée, des exigences d'analyse de risque en moins à partir du moment où elles sont capables de prouver qu'elles s'approvisionnent dans des pays à faible risque. Résultat, cette classification a été publiée vers juin, il me semble. Résultat, vous avez la Russie, la Biélorussie, le Myanmar, la Corée du Nord qui sont attribués à haut risque. Donc, et tous les risques où il a été prouvé qu'il y a des problématiques de déforestation sont à risque standard. Donc ça pose quand même un souci enfin, donc visiblement c'est quand même une classification qui a été établie plus avec des enjeux diplomatiques, politiques, et non pas réels au regard des réelles problématiques de déforestation. Donc ça pose quand même une question aussi d'une réglementation dont une des clés de voûte est cette classification qui est établie sans réellement prendre en compte les réalités de la déforestation. En plus de ça, cette réglementation, vous avez en annexe la liste des codes douaniers des produits qui doivent être soumis au règlement. Vous avez 4 pages de code douanier. En ce qui concerne les produits bois et dérivés bois, vous avez tous les produits en fait qui peuvent contenir du bois et dérivés bois. Mais ça va jusqu'aux instruments de musique, jusqu'aux boîtes à mouchoirs, jusqu'aux paquets de cigarettes. Et on peut peut-être se poser la question, quel intérêt d'aller jusqu'à ces acteurs en amont des chaînes, en aval des chaînes d'approvisionnement, si à partir du moment où on est capable que la matière si cette réglementation est vérifiée au niveau de la matière qui rentre dans ces chaînes d'approvisionnement, pourquoi aller jusqu'à ces produits in fine? Et en plus de ça, une autre clé de voûte de ce règlement, c'est le système d'information européen. Donc notamment la Commission européenne a argué son report de la réglementation par les problématiques de ce système. Et en fait, ce système est réellement problématique. Parce que, donc, comme je vous disais, les entreprises qui sont concernées doivent faire une déclaration dans ce système européen avant la mise en vente des produits. Donc, comme j'avais pu vous illustrer, vous avez donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement des additions de quantités de données générées qui sont assez énormes. Et je pense que la Commission européenne n'avait pas anticipé au départ la telle quantité de données que ça générerait. Donc ça, c'est un souci. En plus de ça, donc actuellement, donc là on est en septembre, le règlement devait entrer en application dans 3 mois. Le système ne fonctionnait toujours pas. Quand vous vous connectiez, une fois sur deux, vous aviez des bugs de connexion, vous ne pouviez pas vous connecter. Donc il faut quand même s'imaginer que ce serveur informatique a pour vocation à rassembler toutes les données commerciales de toutes les entreprises européennes, de toutes les chaînes d'approvisionnement de bois, soja, caoutchouc, palmier à huile, etc. Donc, vous imaginez quand même l'enjeu commercial énorme que ça représente. Et donc, à 3 mois de l'entrée en application du texte, avoir des tels bugs de connexion, ça pose quand même souci. Et en plus de ça, en termes de sécurité, actuellement, on peut faire l'essai. N'importe qui peut se créer un compte, se créer un compte et déposer des déclarations au nom de n'importe quelle entreprise. Aujourd'hui, il n'y a aucune sécurité dans l'enregistrement dans ce système. Il n'y a aucune demande de pièces, aucune vérification d'identité. Et donc, moi-même, je peux me connecter et m'associer à n'importe quel compte entreprise. Donc, encore une fois, au regard des enjeux de commerce international, ça pose énormément de questions. Et donc, oui, aujourd'hui, ce système d'information n'est pas sécurisé et n'est pas fonctionnel. Donc, en tout cas, ce qui a été mis en avant par rapport à ce report, en l'état, est dans tous les cas véridique. Maintenant, il y a peut-être il y a sûrement d'autres choses derrière, mais c'est un réel problème. Et en fait, l'idée pour finir en fait sur mon propos, l'idée c'est un peu de vous illustrer. Alors, non, je voulais arrêter ma présentation. Bon, je sais pas comment faire, j'arrêterai après. Cette réglementation, en fait, il est assez clair qu'elle a été mal légiférée et qu'en fait, il est quand même important aujourd'hui de pouvoir remettre un peu de bon sens dedans. Cette réglementation, il y a un manque de proportion. On demande aujourd'hui, enfin, c'est quand même un peu, c'est une machine à gaz qui est demandée auprès des entreprises
Et c'est là où l'introduction d'une quatrième catégorie de risque est une solution qui peut être intéressante à partir du moment où ça nous permet de mettre un peu plus de proportion dans ce texte. Pourquoi demander autant d'exigences à une entreprise qui s'approvisionne dans une zone qui est identifiée comme sans risque de déforestation par rapport à une entreprise qui s'approvisionne dans des pays à haut risque de déforestation? Parce qu'en plus de ça, ça entraîne des enjeux de compétitivité des entreprises européennes par rapport aux entreprises des pays tiers. Parce que les entreprises européennes doivent répondre à cette réglementation pour 100% de de leurs produits commercialisés. Les entreprises des pays tiers ne doivent y répondre que pour ce qu'elles exportent en Union européenne. Donc il y a quand même un déséquilibre au désavantage des entreprises européennes qui est quand même mis en avant. Et donc, ça attaque la compétitivité des entreprises européennes et ça attaque, in fine, la compétitivité du matériau bois, qui sera, in fine, dans tous les cas, forcément impacté, dans un contexte où on n'a peut-être pas forcément intérêt à attaquer cette compétitivité face à d'autres matériaux tels que le béton ou le plastique, où je pense on doit être assez d'accord pour dire que on a en tout cas ce besoin de bois dans notre société. Donc aujourd'hui, enfin, l'idée aussi de mon propos, c'est peut-être d'éclairer un peu et d'arrêter enfin, d'arrêter. En tout cas, de mettre un peu de nuance dans certaines caricatures qu'on peut trouver par rapport à ces lobbies obscurs qui demandent des simplifications, etc., et qui veulent détruire ce texte. C'est pas l'idée. Et en fait, l'idée aujourd'hui n'est pas forcément de faire disparaître le RDIE. Et le constat est partagé. Évidemment qu'il y a un énorme problème, il y a un énorme problème de déforestation dans le monde. Et non, évidemment qu'il faut agir par rapport à cette problématique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le constat est que pour répondre à cette problématique, il semblerait que la Commission européenne soit allée peut-être un peu vite, n'a pas suffisamment pris en compte un certain nombre d'enjeux, n'a pas suffisamment pris en compte, anticipé un certain nombre d'enjeux et qu'il pourrait être, enfin, pour même la survie du texte et pour la survie de l'action de l'Union européenne face à cette problématique de déforestation, il pourrait être peut-être de bon sens de revoir ces textes et de répondre à l'ensemble de ces problématiques techniques qui, a priori, ne vont pas dans le bon sens et ni dans le bon sens de la déforestation. Merci Apolline. Je crois que c'était très clair et je vais laisser la parole aux participants pour voir s'il y a des questions. J'ai une petite idée de moi-même de certaines questions, mais la parole est maintenant aux participants. S'il y en a qui souhaitent poser une question, il faut qu'ils lèvent la main. Oui, alors j'en ai déjà répertorié plusieurs, Ah, d'accord. si besoin. Il y avait une première question de Michel. Compte tenu des chiffres exposés, à savoir la faible importation relative à l'Union européenne, est-ce que le prix à payer pour les filières bois européennes n'est pas disproportionné par rapport au gain global? Il y avait également, je vous en donne plusieurs pour Mhm. pouvoir ouvrir le débat. Roland nous demandait, pourtant, est-ce que cette consommation par les centrales de biomasse ne contribue-t-elle pas au dépérissement et à la dégradation des forêts? Il y avait également une question de... Il y avait plusieurs questions qui se sont réunies autour des flux de bois en provenance de la Russie. Qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce qu'on a une idée de la déforestation et de comment on s'approvisionne en bois? Et une question également de Hugues sur la durée rétrospective, sur le critère de non-défrichement. Est-ce qu'il est défini ou pas? Voilà, Oui. plusieurs premières questions et je vous laisse répondre. Je peux répondre déjà, d'ores et déjà à cette dernière question. La date de référence, c'est par rapport à 2020. Donc, elle a fait l'objet de plusieurs débats, etc. Mais donc, voilà, c'est par rapport à 2020. Et donc, toute opération de déforestation antérieure n'est pas prise en compte dans cette réglementation. On a, on a mis le compteur à partir de 2020. Je propose qu'Apolline réponde peut-être aux premières questions qui sont directement en continuité avec son intervention et que peut-être après Alain Carcenti ou Christophe répondent sur la Russie. Oui, alors, et donc, précision, encore une fois, la déforestation, enfin, tout défrichement n'est pas considéré comme de la déforestation, car la déforestation, c'est uniquement le fait de convertir une forêt en un usage agricole. Donc, si vous rasez une forêt pour installer des panneaux photovoltaïques, ce n'est pas de la déforestation au sens du RDU. Si vous rasez une forêt pour installer une route, ce n'est pas de la déforestation au sens du RDU. C'est quand même important. Et donc, dans le cas, par rapport à l'exemple qui a été demandé par rapport à Gardanne, ça dépend, enfin, je suis pas capable de savoir, je sais pas actuellement d'où proviennent exactement tous les approvisionnements de cette centrale, mais à partir du moment où ces prélèvements
n'ont pas abouti à l'installation d'un champ agricole, alors non, ils ne sont pas non conformes au RDIE. Euh, par rapport aux autres questions, je me rappelle plus exactement. Oui, oui. Il y en a beaucoup. Alors, il y Célestine, avait vous... une première question. Compte tenu des chiffres exposés, faible importation relative à l'Union européenne, est-ce que le prix à payer pour les filières bois européennes n'est pas disproportionné par rapport au gain global? Ah bah nous c'est notre avis, oui, et c'est pour ça qu'on dit que ce règlement manque un peu de proportion et que ça a du sens d'un peu rééquilibrer au regard des enjeux et au regard des enjeux, oui. En tout cas, c'est notre avis. Il y avait une question. Est-ce que cette consommation par les centrales de biomasse, donc ça rejoint peut-être la question sur Ouais, Gardanne, ne oui. contribue pas au dépérissement et à la dégradation des forêts? Je ne sais pas s'il y a un Bah, complément. ça, après, ça, en fait, déjà, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par dépérissement, qu'est-ce qu'on entend par dégradation. Enfin, aujourd'hui, les dépérissements, c'est le plus gros dépérissement qu'on rencontre, c'est le dépérissement qui sont dus au changement climatique. Au niveau de la dégradation des forêts, bah, on attend encore de savoir exactement de la part de la Commission qu'est-ce qu'elle entend exactement par dégradation des forêts. Merci. Il y avait Euh, la question sur la La Russie ou Russie, peut-être un complément. Allez-y, Alain. Oui, non, alors sur la Russie, bah, puisqu'on y est, bah, de toute façon, la Russie est sous sanction, hein, donc théoriquement, l'Union européenne n'est pas censée importer, il me semble, hein, du bois de Russie, puisque Russie, Biélorussie, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, sont sous sanction, tout comme la Corée du Nord d'ailleurs. Mais par contre, effectivement, il y a eu là, récemment quelques affaires qui ont été sorties par des journalistes d'investigation sur le fait qu'il y avait beaucoup de bois de bouleau qui était importé, qui était importé dans l'Union européenne, qui passait par des pays de l'Union européenne, mais la partie orientale de l'Union européenne. Et ceci, d'ailleurs, laissait présager qu'il y a des trous dans la raquette, y compris dans le règlement bois, c'est-à-dire le règlement bois, très clairement, n'a pas empêché que du bois illégal continue de rentrer en Europe malgré la diligence raisonnée. Donc, de toute façon, il y aurait probablement un certain nombre de questions. Avec le règlement, le RDUE, aussi sur son efficacité. Donc, c'est les limites de la diligence raisonnée et de tous ces systèmes. Donc, la diligence raisonnée ne peut pas régler tous les problèmes, bien évidemment. Juste une nuance sur la déforestation. Apolline a raison sur le fait que si vous coupez, faites une coupe rase pour faire, disons, pour installer des panneaux solaires, ce n'est pas de la déforestation au sens du RDIE, mais enfin, c'est de la déforestation. L'Union européenne considère que c'est de la déforestation. Simplement, les panneaux solaires ne seront pas tenus, disons, ne seront pas tenus aux mêmes exigences que le bois ou le cacao. C'est-à-dire qu'ils ne sont les produits qui sont issus, c'est simplement que le RDIE, c'est qu'il y a un certain nombre de produits issus de la déforestation sont concernés. Ça veut pas dire effectivement que si vous faites une coupe rase pour faire une route au panneau solaire, c'est pas de la déforestation, même au sens du RDIE. En tout cas, pour la FAO, c'est de la déforestation, c'est tout à fait clair, parce qu'il y a un changement d'usage des terres. Simplement, la subtilité, c'est que le RDIE, c'est de dire certains produits agricoles, effectivement, qui sont associés à la déforestation, seront particulièrement ne pourront pas rentrer s'ils sont associés à la déforestation. Euh, sur Gardanne, bah, moi, je n'ai pas spécialement de choses. Je pense effectivement que on est peut-être dans des questions de dégradation qui sont. Alors, pour la petite histoire, au départ, la dégradation n'était pas définie. Les scientifiques ont des définitions de la dégradation, hein. La FAO a fait un certain nombre de choses, les scientifiques aussi. Disons, c'est que quand un massif forestier n'est plus en mesure de fournir les mêmes quantités de services ou la même qualité de services écosystémiques qu'il faisait auparavant. Par exemple, il y a moins de carbone parce qu'une forêt est exploitée. Donc, il est clair que même si effectivement la forêt se régénère, etc., il y aura quand même, il y a moins de carbone dans une forêt qui est exploitée, même bien exploitée, même de manière durable, qu'une forêt qui n'est pas exploitée du tout et qui est laissée comme plus de carbone. Ça a provoqué effectivement pas mal d'inquiétudes auprès notamment disons, pour le bois tropical, des filières bois tropicales, qui sont allés voir la commission, qui leur ont dit avec ça,
vous risquez de nous plomber totalement parce qu'on pourra toujours dire qu'une forêt exploitée, même avec une certification, etc., est une forêt dégradée parce qu'il y a moins de carbone et des changements dans la structure, dans la composition, la structure de la forêt. Donc, du coup, la commission a changé, a modifié effectivement cette définition de la dégradation. On arrivait à ce que disait Nathalie au départ, c'est-à-dire c'est le passage d'une forêt naturelle ou régénérée naturellement à une forêt monospécifique, je crois gérée de manière industrielle, avec une ambiguïté. Donc, ce serait intéressant si quelqu'un du ministère était là, parce que pour savoir si effectivement, est-ce que c'est les forêts qui sont en France, par exemple, sont des forêts qui sont considérées comme étant gérées de manière industrielle. Je sais que le ministère, semble-t-il, a dit que non, non, aucune forêt disons, en gestion de type de plantation en gestion de type intensif, pas pardon, industriel. Voilà, Je me intensif. trompais, c'est Oui, oui, intensif. Oui, 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 c'est intensif le terme. exactement. Voilà, c'est le terme d'intensif. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une gestion intensive? Donc, il reste toujours une ambiguïté sur ce point. Et s'il y a quelqu'un du ministère ou de l'ONF, on en parlait dans la préparation, ce serait intéressant qu'il puisse intervenir sur ce point. Et à Gardanne, ben, peut-être effectivement qu'il y a des phénomènes de dégradation, s'il y a eu des phénomènes ce type de changement couvert par la dégradation comment dire, au sens donné par l'Union européenne ou pas. Sinon, ça peut être aussi de l'exploitation, ça peut être aussi des coupes rases, mais des coupes rases sur des plantations déjà artificialisées. Par exemple, effectivement, dans les Landes, quand il y a des coupes rases avec reboisement derrière, c'est pas considéré comme de la déforestation parce que c'était déjà de la dégradation, pardon, parce que c'était déjà ni une déforestation ni dégradation, c'était déjà des forêts qui sont déjà des forêts plantées, des forêts de plantation, plus exactement. Voilà. Je me permets une petite précision par rapport à ce que vous dites. Alors évidemment, enfin, les définitions que je donnais par rapport au sujet des déforestation, c'est évidemment au sens du RDUE. Mais je suis navrée, aujourd'hui, des produits qui sont issus d'une coupe qui a permis la mise en place de champs de panneaux photovoltaïques ne sont pas considérés comme non conformes au RDUE. C'est vrai, c'est vraiment dans un objectif d'usage agricole. Et donc, par conséquent, tout Oui, défrichement c'est ce en que j'ai dit. France et toute opération de défrichement n'est pas considéré, n'est pas ciblé par le RDIE. C'est vraiment les défrichements agricoles spécifiques qui sont concernés. Ah Donc, oui, mais c'est vraiment, parce que ça la veut vérification dire, se fait sur les produits. Il n'y a pas il y a pas de demande de diligence raisonnée pour des panneaux solaires, par exemple, ou pour des routes. C'est simple. Mais par contre, c'est bien de la déforestation. Je veux dire, personne ne le niera. oui, on est d'accord, oui, Voilà. ça, on est d'accord. Merci beaucoup. On avait une question de Paul sur l'intervention de Christophe. Vous parliez du fait que le RDUE n'est qu'un instrument pour réduire la déforestation. Quels pourraient être les autres outils envisageables? Alors, ça s'adresse à tout le monde, mais c'était à ce moment-là. Euh, alors, je crois que j'avais cité un certain nombre de choses. Bon, d'abord et avant tout, hein, je pense que les instruments complémentaires des actions que peut conduire l'Union européenne en matière de lutte contre la déforestation, c'est d'abord, me semble-t-il, un dialogue sur les politiques publiques à mettre en œuvre et à soutenir. Et c'est bien ce qui s'est passé en fait dans ce qu'on appelait les accords de partenariat volontaire, c'est-à-dire que dans la formule initiale qui était celle du règlement bois de l'Union européenne, il y avait la possibilité pour les pays producteurs de signer au-delà de l'accord commercial, de signer un accord de partenariat avec l'Union européenne pour essayer de construire des politiques publiques qui permettraient effectivement d'améliorer la protection des écosystèmes forestiers dans leur pays. Alors j'ai cité, il me semble, un certain nombre de pays qui ont beaucoup travaillé sur ces questions-là. C'était l'Indonésie, c'est le Ghana, c'est la République du Congo, etc. Sur lesquels ce dialogue a eu lieu et qui, me semble-t-il, a produit effectivement des choses intéressantes en matière de construction des dispositifs de respect de la légalité et donc de définir aussi clairement que possible effectivement ce que les politiques publiques de ces pays producteurs entendent par l'égalité forestière et par déforestation. Donc ça me semble être un élément important et sur lequel il y a eu des résultats, même s'ils sont modestes en termes de nombre de pays concernés, ils ont produit des choses intéressantes. Et puis l'autre élément que j'ai cité qui me semble intéressant et qui s'est
qui s'est pas mal développée ces derniers temps, c'est la question des espèces elles-mêmes et des actions que la CITES peut conduire en classant telle ou telle espèce en annexe de la CITES et donc permettant ainsi de générer un certain nombre de contraintes au commerce sur les dites espèces. Ce qui suppose bien évidemment que Contraintes qui ne là sont pas aussi, d'ailleurs forcément bien informées scientifiquement, mais enfin ça tu le alors, je sais. te laisserai compléter, Alain, mais, alors, sachant bien évidemment que cette question du classement des espèces en annexe de la CITES suppose qu'il y ait au préalable un dialogue avec les États, avec les scientifiques, de telle sorte que l'on puisse avoir une vision aussi claire que possible sur les menaces qui pèsent sur tel ou tel type d'espèce. Alors, effectivement, ces dernières années, on a eu beaucoup de débats là-dessus, dans la mesure où cette question de la CITES a été beaucoup développée et a conduit parfois à certains excès, on va dire. Mais il y a un instrument de politique publique, me semble-t-il, au niveau international qui me semble être intéressant et qui doit être réfléchi en partenariat entre donc enfin, les pays consommateurs et les zones de production tropicales. Si je peux ajouter juste une chose sur cette question de la déforestation, alors bien sûr, il y a l'application des lois et la volonté politique, hein, Christophe l'a rappelé, c'est quand même fondamental, mais bon, à partir du moment où la déforestation mondiale, c'est quand même lié à l'agriculture, au sens large, bah, il est très clair que la réponse va venir de la transformation des pratiques agricoles. Alors, nous, au CIRAD, on appelle ça l'intensification écologique de l'agriculture, mais pas seulement. Ça veut dire aussi qu'il puisse être avec avec d'autres types d'instruments qui peuvent être des paiements pour services environnementaux, pour que les gens aient des incitations, effectivement, à conserver les forêts et les écosystèmes en général plutôt qu'à les détruire. Et puis, fondamentalement, il y a tout ce qui concerne la clarification des droits fonciers, parce que la non-clarté autour des droits fonciers dans les pays tropicaux est un élément de destruction des forêts, puisque, au fond, construire de la propriété, c'est mettre en valeur, entre guillemets, c'est-à-dire défricher, etc. Donc ça, ce sont des choses tout à fait importantes. L'aménagement du territoire et autres. Et bien sûr, derrière, il y a les modes de consommation, c'est-à-dire que très clairement, notamment en Amérique du Sud, enfin, l'élevage, c'est quand même une grosse partie du problème. L'élevage bovin, donc, automatiquement, la question de la consommation de viande mondiale va se poser, pas seulement au Brésil, elle se posera d'une manière ou d'une autre. Donc, à travers des réductions. Et plus généralement, on a également le problème du soja, on a le problème de l'utilisation de l'huile de palme dans ce genre de choses. Donc, vraiment, la question des modes de consommation est quelque chose qu'il faut associer disons, à ce type de solution qu'il faut rechercher. Donc, c'est facile à dire. Mais c'est pas facile à faire. Sur la CITES, bon, je suis d'accord, c'est un instrument qui est intéressant, Christophe. Le problème, c'est qu'il est aujourd'hui utilisé de manière très habile par un certain nombre, disons, en tout cas d'associations qui ont vraiment des agendas pour notamment arrêter comment dire, l'exploitation forestière, quelle qu'elle soit, même l'exploitation certifiée. Aujourd'hui, il est question de mettre l'okoumé à l'annexe 2 de la CITES, okoumé étant un arbre qui ne pose pas de problème, enfin qui n'a pas de problème particulier de régénération, disons, et qui est bien géré au Gabon et dans un certain nombre de pays. Pareil pour le Padouk. Il y a un certain nombre d'arbres qui sont un certain nombre de scientifiques se sont insurgés en expliquant qu'il n'y avait absolument aucune étude scientifique derrière et que, en tout cas, les résultats qu'on a, c'est qu'il n'y a pas spécialement de menace disons, de disparition de telle ou telle espèce. C'est-à-dire qu'il y a un peu comme à l'ONU, la CITES est un enjeu dans lequel les gens ont des agendas politiques et c'est pas la science qui s'applique. Euh, est-ce qu'il y a d'autres questions, Alors, il y en Célestine? avait une dernière sur la part du bois de récupération. Est-ce qu'il est Ah, envisagé ou pas du tout? Voilà. C'était une dernière question, je pense, pour clôturer le webinaire. Les je crois. produits recyclés et produits récupérés ne sont pas soumis au RDE. Mais voilà, c'est la réponse. Euh, oui, alors, du coup, je vais peut-être conclure. En fait, moi, je voudrais commencer par ne pas botter en touche là, sur la question sur la dégradation des forêts qui a été abordée. Bon, il n'y a personne dans la salle qui a pu se prononcer, mais je sais que c'est un débat qui est en fait non réglé, y compris au niveau du ministère qui a émis un premier avis en disant qu'il pensait que
La France n'était pas concernée par la notion de dégradation dans la mesure où à la fois le code forestier, l'existence de documents de gestion durable attestaient d'une certaine multifonctionnalité de la forêt et qu'il n'y avait pas de forêt de plantation intensive. Mais voilà, cette définition d'intensivité, enfin cette échelle d'intensivité n'étant pas définie, il me semble que ce délai accordé là, par l'Union européenne pourrait être aussi l'occasion d'affiner cette notion parce que là, il y a quand même une forte attente des ONG qui considèrent forcément que la déforestation ne concerne pas la France, mais que la dégradation actuellement en France des forêts est un problème qui commence à s'imposer de manière inquiétante, même si ce n'est pas, pour l'essentiel, c'est lié au changement climatique, mais on a plusieurs enjeux importants dans ce cadre qui vont amener à devoir être très précis, moi je pense, sur la notion de dégradation des forêts. Donc là, je fais un appel au ministère pour qu'ils engagent des négociations avec l'Union européenne pour définir précisément cette notion dans le règlement. Et l'autre chose qui m'est venue en écoutant donc les interventions que l'on a eues là, c'est que de la même façon que pour les précédentes réglementations, on n'a pas réussi à les mettre en place, mais on a fait avancer les négociations avec les pays et on a fait avancer le dialogue. Je pense que ce RDUE, avec ses contraintes un petit peu pour peut-être exagérées, je ne vais pas me prononcer là-dessus, hein, mais l'occasion également de quand même clarifier l'ensemble des chaînes de transformation, d'approvisionnement et d'obliger les filières bois à un peu plus de transparence et de traçabilité, ce qui apparaît souhaitable de toute façon à terme, car on ne pourra pas y échapper. On va dans ce sens-là à plus d'un niveau, et donc je pense que le RDUE, avec toutes ses imperfections, est une occasion à saisir par la filière pour prouver la transparence de ces informations, le caractère véritablement durable du produit bois que nous n'en doutons pas est une qualité essentielle à promouvoir pour se substituer à d'autres matériaux moins durables. Voilà, moi, ce que je pense enfin, ce que je vous propose comme conclusion, mais évidemment, ça reste ouvert c'est un débat qui reste ouvert et qui introduit beaucoup qui nous a ouvert aussi beaucoup de perspectives sur le commerce international. On voit qu'il y a des effets qu'on ne mesure pas forcément, comme les reports de marché, les effets pervers d'interdiction de certains produits, etc. Donc, tout ça est très riche et très complexe, mais mérite d'être justement étudié et éclairci et rendu plus transparent pour affiner les politiques qui concernent la forêt. Voilà. Si Ah, je je vois Corinne peux, faire sentir. Oui, non, mais si je peux juste ajouter quelque chose en complément de ce que vous venez de dire, c'est que moi j'avais proposé, et je propose toujours finalement une alternative, c'est de donner une plus grande place aux certifications indépendantes par tierce partie, qui sont capables, de ce point de vue, de tenir compte du contexte et, disons, d'avoir des instruments qui soient proportionnés, disons, au contexte. La Commission n'a pas voulu, notamment parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont idéologiquement très opposés aux certifications, qui considèrent que c'est du greenwashing, etc., etc. Et je pense que c'est une erreur parce qu'au fond, on voit très bien qu'il y a une dimension d'usine à gaz et Apolline Hitzel a tout à fait montré un certain nombre d'impasses, disons, techniques. Et je pense que peut-être qu'une solution, ça serait justement de... Je pense que le grand problème, c'est l'indifférenciation absolument totale de ce règlement. Comme beaucoup de choses que sort l'Union européenne, d'ailleurs, effectivement, c'est une usine à gaz, c'est indifférencié. Tous les problèmes sont traités avec un seul outil, de la même manière, etc. Or, la seule manière, c'est pas l'Union européenne qui sera capable de différencier, ça sera effectivement de s'appuyer sur peut-être des acteurs qui travaillent de manière décentralisée, qui sont des professionnels, etc. On n'est pas obligé de faire confiance à toutes les certifications. L'Union européenne peut tout à fait considérer qu'il y a des certifications qui
sont bonnes, qui ont fait leurs preuves, etc. Elle peut les suivre, elle peut les évaluer dans le temps, elle peut les désaccréditer si nécessaire. Bon, moi, je ne vais pas aller trop loin parce que j'avais même proposé de lier ça avec des questions de droit de douane, disons, qui seraient effectivement modulées selon qu'on soit certifié ou pas. Mais voilà, je pense que fondamentalement, l'erreur, c'est surtout cette logique d'indifférenciation. C'est, vous savez, un instrument pour, disons, une seule taille pour tout le monde. En anglais, one size fits all. Donc, je crois que c'est probablement, il faudrait sortir de ça, mais je vois pas tellement l'Union européenne, c'est pas tellement la logique de sortir de ça pour essayer de faire confiance à des tiers, malheureusement. Voilà. Merci beaucoup. On va devoir conclure pour terminer ce webinaire dans les temps et avoir un peu dépassé. Merci à tous nos participants pour leurs questions. Merci à nos invités d'avoir débattu et échangé sur ce sujet qui est encore ouvert et qui progressera dans les mois à venir. Donc on espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à vous inscrire au prochain webinaire du mois d'octobre qui aura lieu donc le 30 octobre sur la réduction des pesticides ou d'où est-ce qu'on en est. On va s'interroger sur cette question et n'hésitez pas à nous suivre sur voilà, notre site internet, nos réseaux sociaux et à adhérer à l'association. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, au revoir à tous. Au revoir.